Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce hors-série de Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je vous propose d'habitude des interviews de personnes en master ou en thèse d'histoire médiévale pour vous permettre d'en savoir plus sur le monde de la recherche et sur l'histoire médiévale. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un programme de recherche qui a permis de remettre en avant et de valoriser tout un pan de l'art médiéval de la fin du Moyen-Âge jusqu'à une programmation de 3 expositions exceptionnelles. Et nous enregistrons cet épisode dans un très beau lieu car nous sommes aujourd'hui au musée Unterlinden de Colmar. Et oui, car donc l'épisode du jour est en lien avec l'exposition Couleurs, gloire et beauté. Ce titre, on va en reparler, il est incroyable. Présenté au musée Unterlinden à Colmar jusqu'au 23 septembre 2024 et aussi en lien avec 2 expositions à Dijon et Besançon. On va en reparler. Donc, on va aujourd'hui parler des peintures germaniques de la fin du Moyen-Âge dans les collections françaises, nous interroger sur leur place, sur leur réception au fil des siècles en France et vous faire peut-être redécouvrir plein de choses et donc parler de ce programme de recherche. J'ai donc 2 invités incroyables avec moi. Tout d'abord, Isabelle Dubois-Brinkmann. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc Isabelle, vous êtes directrice des musées municipaux de Mulhouse et vous avez, entre autres, donc bien sûr travaillé à l'Institut national de l'histoire de l'art, donc l'INHA, sur ce programme répertoire des peintures germaniques dans les collections françaises 1370-1550. Et j'ai aussi avec moi Aude Briot. Bonjour Aude. Bonjour. Donc Aude, doctorante en thèse sur la réception des gravures de Martin Schongauer. Je l'ai bien dit ? Schongauer, j'y étais presque. Donc, dans l'image imprimée européenne autour de 1500. Et tu es donc aussi, en parallèle, chargée d'études et de recherche à l'INHA. Et donc, vous avez donc toutes les 2 collaboré à ce programme. Je le dis aussi, donc, on est au musée Unterlinden pour les personnes qui ne sont pas avec nous. Parce que, oui, ce podcast va écouter peut-être des semaines, des années, des siècles peut-être après sa diffusion. Donc, c'est un lieu assez original qui est installé à la fois dans un ancien couvent du XIIIe siècle et aussi dans un bâtiment contemporain avec des œuvres de toute époque. On est vraiment du IIIe siècle jusqu'au XXe siècle et avec notamment une très belle collection médiévale. Et comment ne pas citer le magnifique retable d'Issenheim à voir au moins une fois dans sa vie, selon moi. Alors, pour commencer, je propose qu'on nous s'immerge donc à la fin du Moyen-Âge ensemble et qu'on va poser pas mal d'éléments de contexte avant d'arriver au programme qui nous occupe aujourd'hui. Donc des éléments de contexte qui vont être importants à comprendre. Alors déjà, première chose, de quelle région proviennent les œuvres que vous avez étudiées ? Voilà déjà leur région de production, d'où viennent ces œuvres ? Alors, ce sont des œuvres qui viennent de ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique. C'est finalement quelque chose qui aujourd'hui n'est plus très bien connu. C'est une entité qui a vécu entre 962 et 1806, donc un peu plus de 8 siècles, mais qui a eu des frontières très mouvantes. Au début, avec un élargissement au Moyen-Âge, c'est vraiment un ensemble qui allait de la Hanse, donc à la Baltique, jusqu'au milieu de l'Italie et jusqu'à l'Europe centrale. Vraiment. Un territoire immense, mais qui en fait n'est pas un État. C'est-à-dire, en fait, c'est un rassemblement de principautés de différentes natures. Alors, sur ce projet, en fait, nous sommes concentrés sur les parties germanophones. Ce territoire immense, on parlait énormément de langues différentes. Voilà. On a souhaité, en fait, partir d'un point de vue linguistique qui est aussi une question aussi stylistique en histoire de l'art. Et ça correspond plus ou moins aujourd'hui au territoire de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse du Nord, de l'Alsace. Et ici, évidemment, on était dans le Saint-Empire romain germanique et des parties en fait de l'Europe centrale. Voilà, c'est ce qui a permis de circonscrire ce corpus. Et plus spécifiquement, donc l'exposition qui est présentée en ce moment au musée Unterlinden se concentre sur la région qu'on appelle le Rhin supérieur. Donc il va de Bâle à un peu plus au nord de Strasbourg parce qu'il y a une vraie entité, on va dire, stylistique, mais je pense qu'on en reparlera en fait de ce foyer
artistique très précis. Donc dans le cadre de ce projet, ça nous semblait particulièrement intéressant et même essentiel de présenter cette peinture particulière. Et donc, on va le voir, vous êtes concentré sur les 2 derniers siècles de la fin du Moyen-Âge, mais justement, en fait, quels sont les courants de peinture que l'on a à l'époque? Est-ce qu'on peut même parler de courant? Et voilà, si on doit définir un peu quel est le style de peinture dans cette fin de Moyen-Âge. Alors je me lance. Pas une question très facile parce qu'effectivement, quand tu parles de courant, on pense plutôt au courant de peinture ou artistique du XXe siècle. Voilà, le cubisme, l'expressionnisme, c'est quelque chose qui s'applique pas vraiment en fait pour cette période. On en reparlera peut-être dans l'historiographie et Isabelle l'a souligné avec la partie linguistique. En fait, on a plutôt affaire à des entités régionales, avec une évolution, avec des courants selon les régions qu'on parle. Donc il y a des courants. Il y a des courants plutôt liés à la géographie, donc on va plutôt identifier une mouvance dans le sud de l'Allemagne qui sera un peu différente du nord, de l'est, de l'ouest, mais voilà, avec une individualisation au fur et à mesure, donc à partir de la fin du XIVe siècle. C'est-à-dire une individualisation? Isabelle, tu veux parler du gothique international? Oui. Alors effectivement, si on parle d'évolution stylistique, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment propre aux écoles germaniques. Alors on commence cette période, et d'ailleurs on commence aussi les expositions sur ce qu'on appelle le gothique international, c'est-à-dire ce courant de la fin, donc à peu près entre 1380 et 1420, qui voit émerger en fait un langage commun dans toute l'Europe. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui d'ailleurs une difficulté pour nous, historiens de l'art, c'est de pouvoir attribuer des œuvres dont on ne sait pas précisément où les placer sur l'échiquier européen. On a par exemple dans les réserves du musée de Besançon 4 panneaux d'un cycle de la Passion dont on ne sait pas exactement s'il a été créé dans les pays rhénans, en France, dans les États de Bourgogne ou éventuellement même en Autriche, parce que c'est une langue qu'on appelle donc gothique international, c'est plutôt européen, mais qui se caractérise par donc un idiome vraiment commun, un primat du décoratif de la ligne. C'est un style très élégant, très précieux qui s'est développé dans les cours, avec un primat du décoratif de la ligne, vraiment des lignes très très élégantes, des couleurs chatoyantes, voilà. Donc ça c'est un courant qu'on trouve jusqu'en 1420 environ, et puis à partir de 1430 il y a ce qu'on a pu appeler la révolution du regard. Ça, c'est une espèce de rupture incarnée par quelqu'un que vous connaissez si vous avez été voir, et ce que je vous incite à faire, la très belle exposition du Louvre, Revoir Van Eyck. On l'a positionné autour de cette figure de Van Eyck. Évidemment, c'est un peu plus large, mais c'est une nouvelle manière d'appréhender le monde, de le voir et de le restituer. C'est vraiment l'idée qu'on part d'une peinture qui était tournée vers le divin à une peinture qui est plus tournée vers le réel et qui le restitue par exemple dans la morphologie des corps, dans le rendu de la tridimensionnalité, dans la restitution aussi des paysages, des villes, voilà, une attention en fait aussi à la restitution des textures, des matières, des reflets, des transparences, voilà, tout cela. Donc ça c'est vraiment à partir des années 1430, et l'art de ces peintres flamands va avoir vraiment un rayonnement dans toute l'Europe, et donc notamment dans les pays germaniques. On a une figure comme celle de Konrad Witz. Konrad Witz, c'est vraiment un peintre très important dans les pays germaniques pour incarner cette révolution du regard. Et puis, il y aura une nouvelle rupture. Alors, rupture, c'est peut-être trop dit, mais en tout cas, une évolution dans les années 1470 avec l'influence dans les pays germaniques de la seconde génération, Roger van der Weyden. C'est donc cette deuxième grande génération de Flamands. Ça se perçoit notamment à Cologne, hein. Vous avez vraiment une peinture colonnaise, une peinture franconienne aussi. La Franconie, c'est à peu près Nuremberg, Bamberg, vous voyez. Donc là, vraiment une peinture qui est très influencée par cette peinture flamande. Et puis après, il y a encore, et parce que ce projet se termine en 1550, il y a encore tout ce courant de la Renaissance avec des moments forts, des artistes forts, Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Hans Holbein, voilà. Et donc on va vraiment jusqu'à la fin de la Renaissance, même si on en parlera peut-être, mais cette limite de 1550 évidemment arbitraire. Et ici, dans le Rhin supérieur, avec la personnalité particulière de Hans Baldung-Grien. Justement, peut-être, parlons effectivement de ces peintres. Alors aussi, c'est une question peut-être un peu simple, mais pourquoi est-ce qu'on dit, comme on a pu dire, les primitifs flamands, pourquoi on parle de primitifs allemands pour ces peintres ? Alors, on parle de primitif, c'est un terme qui est très proprement français, et qui est d'ailleurs parfois mal perçu et mal vécu. C'est vrai que pour des Allemands, quand on parle de primitif allemand, ils se sentent presque offusqués. On n'est pas primitif.
En fait, c'est un héritage d'une appellation qui vient de l'historiographie française pour qualifier les Italiens avant tout. C'est-à-dire que la réhabilitation du Moyen-Âge, en tout cas en peinture, a commencé par les Italiens. On leur a rendu leur place, on a commencé par s'y intéresser à la fin du XVIIIe siècle, et les premiers Français qui écrivent parlent vraiment de primitifs italiens, et après c'est quelque chose, c'est une terminologie qui permet de qualifier finalement la peinture avant la Renaissance. Alors il faut se rappeler qu'il y a l'idée en fait dans l'histoire de l'art en manière générale d'un cycle qui part du Moyen-Âge vécu comme un peu la préhistoire, c'est-à-dire quelque chose qui finalement est en préparation, qui n'est pas achevé, qui n'est pas parfait et qui va aboutir à la perfection de la Renaissance. Et donc les primitifs, c'est ceux qui préparent en fait. Alors on a parlé d'italien et puis après par analogie on a parlé de primitifs flamands et de primitifs allemands, mais il faut se rappeler que par exemple en Allemagne on parle de Altdeutsche Malerei. Il n'y a pas cette connotation Altdeutsch, ça veut dire simplement des vieux Allemands, et qu'en anglais on parle de Early Painting, c'est-à-dire voilà, c'est ceux qui ont commencé, mais il n'y a pas cet aspect qui peut être considéré comme une connotation péjorative. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que là vraiment, et j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'on voit vraiment le côté le Moyen-Âge, période sombre et tout ça, on voit qu'on a un peu hérité de cette sémantique, on en reparlera tout à l'heure de l'historiographie qui a eu lieu en fait un peu au 19e siècle, de la vue de cette œuvre. Alors vous avez déjà tout à l'heure cité le nom d'un de ces peintres, est-ce qu'on peut citer d'autres noms de ces peintres primitifs allemands? Oui, on peut en citer plein. Non, mais parce qu'on a un peu l'idée parfois que on a plein de peintres anonymes, qu'on manque en fait de personnalité, alors que là non, là on a des noms. En fait, il faut bien voir la nuance. C'est pas parce que on n'a pas les noms qu'on n'a pas les peintres. En fait, chacun se distingue avec un style et une personnalité artistique différente. Et on a dans les archives en fait pas mal de noms de peintres qui sont enregistrés administrativement. Néanmoins, parfois c'est vraiment difficile de faire la jonction entre ces noms qu'on connaît et les œuvres qui sont parvenues jusqu'à nous. Elles sont pas forcément signées, c'est ça ? Elles sont très rarement signées en fait. La pratique de la signature, c'est quelque chose qui va justement se développer grosso modo à partir de la Renaissance, où l'artiste va vraiment prendre conscience de sa place et la revendiquer. Avant, le peintre est plus ou moins un artisan, en fait, on lui passe commande et donc il exécute ses commandes et en fait, on sait qui c'est, il n'a pas besoin de signer son œuvre. C'est-à-dire que si une congrégation religieuse ou un notable passe commande d'un retable à un artiste et qu'il est satisfait, il va faire la promotion, parfois à une échelle locale, parfois à une échelle un peu plus grande, mais la réputation des artistes n'a pas besoin d'être revendiquée par cette marque qu'on trouve en bas des peintures. Alors, c'est vrai que pour les peintres du Moyen-Âge, il y a beaucoup d'anonymes, parce que soit on a entièrement perdu la trace, soit on n'arrive pas justement à retrouver à qui ça correspond. Ou à identifier, quand on sait qu'on en a un peintre, mais on n'arrive pas à savoir lequel c'est. Voilà, ouais. Donc en histoire de l'art, il y a cette chose que moi je trouve très amusante, c'est les noms de convention. Les noms de convention, c'est-à-dire donc en fait de distinguer les œuvres les unes par rapport aux autres en baptisant ces peintres anonymes dont on connaît ni nom ni prénom. Alors, dans l'exposition, il y en a pas mal. Et donc, généralement, on se base sur une œuvre de référence. Donc, en haut, dans l'exposition, vous avez le maître du retable Leseul, donc celui qui a peint le retable Leseul. Il y a aussi un peintre qui fait l'objet d'une section assez importante dans l'exposition colmarienne. C'est le maître des études de draperie, qui est un peintre strasbourgeois, mais dont on ne connaît pas l'identité, mais qui a beaucoup travaillé sur ces fameuses études de draperie. Et dans l'exposition, on a la chance d'avoir 2 dessins qui sont aussi présentés et qui justifient pourquoi il a été baptisé ainsi. Alors, il y en a des tonnes. Donc, sur Wikipédia, pas en français, mais en allemand, vous pouvez aller sur la page Notnamen, donc qui est la traduction de nom de convention. Et alors, vous avez une liste absolument incroyable par ordre alphabétique. Et parfois, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont été, à une certaine époque, ils ont été baptisés avec un certain nom, puis rebaptisés avec un autre nom. Et puis, en fait, c'est la même personne. Donc, il n'y a pas d'exemple dans l'exposition à Colmar, mais à Dijon, du maître du livre de raison, qui est en fait le même que le maître du cabinet d'Amsterdam, pour simplifier les choses. Et en travaillant sur la peinture allemande, il y a aussi quelque chose avec Isabelle sur laquelle on a eu pas mal de débats, c'est qu'il y a certains peintres germaniques donc, qui sont
étudiés que dans l'historiographie germanique. Et donc en fait, ils n'ont pas de nom français. Donc il a fallu traduire ces noms de convention. Et bon, pour ceux qui connaissent l'allemand, voilà, c'est pas toujours évident parce que l'allemand permet de condenser certains mots, ce qui en français nous donne parfois le maître du retable de Sainte-Barbe de Vauclos. Donc c'est toute une succession de noms. Mais bon, voilà, c'est quelque chose de très pratiqué. Mais on a aussi des stars. Voilà, c'est ça, j'y viens. Donc il y a aussi des artistes qui ont réussi à passer la barrière du temps, dont la renommée a survécu jusqu'à aujourd'hui. On est ici à Colmar, donc on ne peut pas ne pas parler de Martin Schongauer, qui est quand même la star locale ici. On connaît la maison, en fait, l'emplacement de l'atelier à Colmar, un peu plus loin, rue Schongauer. Oui, c'est pratique. Oui, voilà, c'est toute une surprise. Et voilà, donc, mais avant Schongauer, c'est un peu difficile de connaître le nom des peintres. Il y a un autre exemple qui est connu ici, c'est Caspar Issenmann, qui est aussi un peintre colmarien et qui apparaît dans les documents. Là, un document très intéressant qui est la commande du retable de la collégiale Saint-Martin. Donc là, on a vraiment ce type de document qui connecte un artiste, une œuvre et un nom. Et ensuite, quand on va plus loin dans l'histoire, alors voilà, on a ici aussi une belle section consacrée à Hans Baldung Grien, qui est donc actif à Strasbourg au début du XVIe siècle et un de mes préférés, voilà, en toute objectivité. Bon alors, c'est un peu aussi une évidence, mais on va parler un peu aussi des sujets en fait, de ces œuvres. On est fin du Moyen-Âge, donc forcément on a beaucoup de religieux, mais quels sont les sujets de prédilection qu'on trouve dans ces œuvres ? Pour la fin du Moyen-Âge, et le Moyen-Âge, en fait, on a quand même affaire à des œuvres qui sont essentiellement religieuses. Voilà, le culte des saints, la représentation plutôt du Nouveau Testament, en fait, et qui est quelque chose d'éminemment prégnant. Et en fait, Isabelle parlait tout à l'heure de l'évolution artistique, de cette réalité qui commence à transparaître de manière plus importante dans les peintures. Et c'est quelque chose qui est aussi forcément très lié au contexte religieux qui évolue à ce moment-là. Je ne vais pas faire un débat théologique ici, mais il y a un mouvement qui s'appelle la Devotio Moderna, donc la dévotion moderne, et où le clergé invite en fait les fidèles à intérioriser leurs prières. Et c'est pourquoi les images vont être extrêmement importantes. Et donc, plus seulement les grands tableaux, les grands retables qu'on trouve dans les églises, mais aussi des tableaux de plus petit format qui représentent toujours, en fait, les mêmes scènes de l'histoire sainte, mais qui vont permettre aux croyants de se focaliser dans leur intimité sur cette histoire. Mais aussi, quand ils vont voir des arbres qui ressemblent vraiment à des arbres, des vases qui ressemblent vraiment à des vases, quelque chose qui font vraiment partie de leur quotidien, ça va d'autant plus les aider à se projeter en fait dans cette histoire et à compatir en fait avec les souffrances du Christ et à mener une vie qui est en fait édictée selon les modèles chrétiens de l'époque. Alors, je voudrais dire qu'effectivement, quand on parle de peinture religieuse, ça ne correspond pas du tout à une peinture austère. Alors ça, pour ceux d'entre vous qui ont été voir l'exposition, vous en êtes rendu compte. Et ça, c'est quelque chose que je trouve spécialement intéressant et savoureux dans la peinture nordique. C'est que c'est vraiment truffé d'anecdotes. C'est une peinture qui aime le récit, qui aime la narration. Et en fait, on peut même s'amuser de petits détails vraiment amusants, même devant une scène absolument atroce de flagellation, de crucifixion de personnes qui sont empalées. Mais en fait, il faut regarder ça avec un second degré. Mais vous avez tout un tas de petits bestiaires fabuleux. Vous avez des bourreaux qui sont de véritables fashion victimes qui gesticulent dans tous les sens. Vous avez des bourreaux qui sont en train de flageller le Christ et qui sont dans une espèce de danse de Saint-Guy autour de la colonne. Voilà. Donc ça n'est pas parce que c'est une peinture religieuse. Ça, c'est un petit peu ce qu'on nous avait dit. Ah, attention, ça ne parle plus aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aller au-delà du thème même représenté pour admirer, pour apprécier. C'est une peinture qui est vraiment belle, avec une palette qui est toujours très vive. Ça, c'est le retour qu'on a des journalistes qui nous disent « Mais incroyable, est-ce que vous avez restauré toutes ces œuvres parce qu'elles sont dans une fraîcheur de couleur incroyable ?» Alors, une partie, oui, a été restaurée, mais pas toute. Mais c'est vrai que c'est une peinture très, très colorée, avec une palette très, très vive, très parfois saturée. C'est une peinture qui est belle, je dirais,
en dehors de son sujet, si même aujourd'hui le public ne sait plus déchiffrer l'iconographie, ne s'intéresse plus véritablement à ces histoires de légendes, de saints, c'est une peinture qui parle encore aux gens d'aujourd'hui. Alors après, au-delà de la peinture religieuse, il y a progressivement un phénomène d'autonomisation de certaines parties de ces peintures religieuses, c'est-à-dire qu'au fond des scènes représentées, des scènes religieuses représentées, eh bien vous avez une attention accrue au paysage et progressivement, ce paysage, la représentation de la nature va s'autonomiser, va devenir un genre en soi. Vous avez aussi dans les peintures religieuses très souvent une représentation des commanditaires qui sont parfois de véritables portraits. Alors ils sont représentés en tout petit en bas, les hommes à gauche, les femmes à droite, et puis progressivement, voilà, il va y avoir aussi une autonomisation du portrait qui va devenir un genre. Les personnes vont demander en fait à se faire représenter avec un cadrage au début coupé aux épaules, très étroit, et de plus en plus, on le verra à la Renaissance, avec un cadrage de plus en plus large. Voilà, tout cela en fait part de la peinture religieuse, et ce sont des genres qui naissent progressivement à la fin du XVe siècle. Et puis au XVIe siècle, on le voit moins ici à Colmar, mais on le voit très nettement à Besançon, avec l'émergence de nouveaux sujets liés aussi à l'introduction de la Renaissance, de la connaissance aussi de ces nouveaux sujets venus d'Italie. Ce sont des sujets mythologiques, d'histoire antique, des sujets littéraires, avec cette personnalité incroyable de Cranach qui met au point vraiment de véritables nouveaux sujets. Et cela, Cranach, vous pouvez le voir à Besançon. Donc une révolution qui est aussi une révolution due à l'introduction de la Réforme, qui évidemment entraîne en fait une danse dans les régions qui adoptent la Réforme. Évidemment, un effondrement de la commande de peinture religieuse, mais il faut vraiment nuancer cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord, ça n'est pas du jour au lendemain, c'est un phénomène qu'on peut percevoir sur plusieurs décades, et puis que finalement toutes les régions germaniques n'ont pas adopté la Réforme. Certaines restent catholiques, et donc la peinture religieuse va perdurer encore longtemps, et donc dans certaines régions, elle ne va pas s'effacer. Il y a aussi un choix intéressant de dire qu'on a des œuvres monumentales, on a des retables qui sont donc plutôt pour les édifices religieux, mais on a aussi des œuvres, et ça je trouve ça très intéressant, de dire on a aussi des œuvres plutôt individuelles ou là pour la dévotion privée. Enfin, il n'y a pas que ces deux genres-là, bien sûr, mais je pense que ça peut être intéressant de montrer qu'il y a ces deux genres qui se côtoient en fait à l'époque. Oui, en fait, il y a donc dans l'exposition une petite œuvre qui vient des musées de Strasbourg où on voit vraiment représenter ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que c'est un tout petit format où on voit une Vierge en prière, donc avec tous les accessoires en fait de la dévotion, mais c'est une sorte de mise en abîme puisque on prie devant une Vierge qui est elle-même en train de prier. Donc si vous avez l'occasion, je pense que c'est un tableau à voir. Ouais, donc voilà, moi je trouve ça intéressant de montrer ça. Alors, bon, maintenant on a un peu plus effectivement le contexte, voilà, de toutes ces œuvres en tête. On va un petit peu maintenant s'intéresser, alors je veux dire un gros mot, à l'historiographie de toutes ces peintures, de voir comment en fait ces œuvres ont été étudiées au fil des siècles jusqu'à nous, pour comprendre entre autres ce qui a motivé votre programme de recherche et même donc jusqu'à l'exposition aujourd'hui. Alors déjà, racontez-nous comment, une fois que ces œuvres étaient produites, on est vraiment donc de Renaissance et tout ça, comment ces œuvres ont été perçues au fil des siècles? Oui, alors si on dépasse le cadre chronologique de notre étude, qui s'arrête en 1550, Isabelle disait il y a quelques instants que la redécouverte des primitifs commence par les Italiens. Et voilà, on va essayer de remettre sur le devant de la scène cette peinture italienne avant Raphaël, puisque Raphaël, c'est vraiment... Je fais un écart géographique, mais je reviens non, je t'en prie. en Allemagne dans pas longtemps. Voilà, avec cette grande figure de Raphaël et cette conception cyclique de l'histoire de l'art. Il y a cette préhistoire, cette émergence, puis ensuite il y a l'Acmé avec Raphaël qui est le meilleur peintre, et ensuite ça décroît. Et ensuite c'est l'histoire de l'art, il y a cette idée dans l'historiographie qui est maintenant un peu dépassée, mais où c'est fait de cycles. Alors pour les Allemands en France, parce que là on parle de l'historiographie française, ça a été compliqué. En fait c'est une préhistoire constante. Jamais les Allemands, ou en tout cas les anciens peintres du Saint-Empire, ont vraiment séduit un public français très très clairement. Mais ça aussi, ça fait partie de cette esthétique qui est propre à cet espace. Donc au XVIIe et au XVIIIe, c'est quand même les grands siècles du classicisme français. Si vous avez Poussin en tête et que vous regardez les œuvres de l'exposition, voilà, clairement, on n'est pas sur le même délire. Et donc, c'est surtout la gravure, en fait, la gravure germanique, donc je glisse un mot parce que moi c'est mon sujet de spécialité, qui a plus la cote que la peinture,
clairement, mais on voit en fait dans les collections 17e et 18e, dans les recommandations qu'on donne aux collectionneurs, voilà, il faut avoir du Schongauer, du Dürer, qui sont les deux grands graveurs germaniques de cette période, mais parce qu'il faut les avoir, hein. Mais pas tellement plus. Oui, on reconnaît leur qualité artistique, mais pas au-delà. Et en fait, c'est vraiment le sujet du projet en fait de l'INHA, c'est de comprendre en fait pourquoi il y a quand même des peintures germaniques en France, alors qu'il y avait une sorte de détestation en fait de cet art. Les hasards font qu'on en retrouve dans les musées et dans les églises française. Donc vraiment le 17e et le 18e en France, la peinture germanique, ça n'a aucun intérêt. En Allemagne, un peu plus déjà, mais en même temps, le baroque, en fait, c'est une question de mode. À chaque fois, vous voyez ça avec les saisons de haute couture, voilà, il y a une tendance qui en remplace une autre, et c'est pareil pour la peinture. Donc, on va avoir un retable sur un maître-autel du XVIe siècle, puis au XVIIe siècle, on va vouloir quelque chose qui est à la mode. Donc, en fait, on va les déplacer, on va parfois même les détruire, et voilà. Mais effectivement, il y a cette tendance à la fin du 18e qui va vouloir redécouvrir en fait cette peinture médiévale, et Isabelle prend la suite. Oui, parce que là du coup on arrive au moment où on redécouvre, c'est ça? Donc 18e et surtout 19e. Alors oui, il y aura un moment très particulier. Il faut se rappeler qu'à la fin du XVIIIe siècle, en 1794, les troupes françaises envahissent l'Allemagne et que toute la partie droite du Rhin devient française. Alors c'est un moment en fait très important, c'est-à-dire qu'on est en Allemagne dans le mouvement pré-romantique, le mouvement du Sturm und Drang, c'est une réflexion sur l'identité germanique et ça va prendre une dimension politique. D'autant plus lorsque, en fait, en 1802, on décrète la sécularisation des couvents et des églises, et c'est un moment où en fait les œuvres qui étaient conservées depuis de nombreux siècles dans les couvents et les églises en fait sont vendues, pillées, bradées, et c'est un moment où certains intellectuels allemands, et là je souhaiterais mettre en exergue la personnalité de deux frères qui vivent à Cologne, qui s'appellent Melchior et Sulpitz Boisseret, et qui se rendent compte de l'importance de sauver ces œuvres. Et ils vont rassembler en fait ce qui va constituer la première collection de primitifs allemands en Europe. Ils vont d'abord donc dans un premier temps sauver ces œuvres et ensuite constituer une véritable collection en achetant des œuvres dans toute l'Allemagne et également en Flandre. Cette collection aura un rayonnement assez incroyable, non seulement en Allemagne mais dans toute l'Europe. Pourquoi ? Parce que Sulpitz Boisseret est quelqu'un qui a le sens du marketing et il va utiliser une technique qui vient d'être mise au point, c'est la lithographie. Et il va publier un ouvrage qui s'appelle Galerie des frères Boisseret, en français dans le texte, publié en 1823, et qui va en fait reproduire 117 œuvres de leur collection. Et c'est un ouvrage qui aura un succès mais phénoménal, et en fait toute l'Europe et notamment les Français vont se rendre en Allemagne pour voir cette collection qui donc est constituée à Cologne en 1810, va être déplacée à Heidelberg en 1810 et puis en 1819 à Stuttgart et ouverte au public. Et on a vraiment des témoignages de toute l'élite française qui va se rendre en Allemagne pour visiter cette collection. On a des poèmes de Théophile Gautier qui nous dit voilà, j'aime ces vierges aux 12 yeux en amande, les genoux sur la terre et le regard au ciel, voilà, des choses très, très poétiques. On a un poème de Victor Hugo à Albert Dürer. Voilà. On a vraiment des gens comme Victor Cousin, une réception de la peinture germanique du Moyen-Âge dont on n'a vraiment pas idée aujourd'hui, qui était vraiment très, très présente, très prégnante dans l'imaginaire français au XIXe siècle. Avec aussi, il faut se rappeler que c'est un discours qui accompagne l'émergence de l'histoire de l'art en tant que discipline, qui va se constituer avant tout en Allemagne, parce que on peut dire que ce sont vraiment les Allemands qui mettent au point les premiers les outils méthodologiques de la discipline. Et c'est une histoire de l'art qui va se construire en confrontation, c'est-à-dire que c'est une constitution qui est avant tout nationaliste. On parle de nous et les autres. Voilà. Donc quand les Français parlent des primitifs allemands, d'une part pour s'informer, ils n'hésitent pas en fait à piller très clairement la littérature, les écrits allemands, parce que tout le monde, l'élite française est germanophile et germanophone, mais avec une certaine distance et avec ce qu'on pourrait qualifier vraiment de lieu commun, de cliché. C'est-à-dire que la peinture germanique est toujours considérée comme une peinture vraiment peu aboutie en termes de forme. C'est Théodore de Viseva qui écrira
C'est une peinture à laquelle manquent toutes les qualités de la peinture. C'est-à-dire que c'est des peintres qui finalement ne maîtrisent pas les codes, ne connaissent pas la perspective, le rendu de l'anatomie, etc. Et c'est vraiment, on insiste sur le fait que c'est une peinture pleine d'un sentiment profond. C'est une peinture sentimentale et c'est une peinture religieuse. Dans un contexte aussi où on remet en exergue le catholicisme, la peinture chrétienne. Et c'est une peinture qui est vue comme peu aboutie, si on compare évidemment toujours avec l'Italie, mais en même temps sentimentale, religieuse, qui parle à l'âme. Et ça, c'est un cliché qui perdurera en fait jusqu'au début du XXe siècle. Si ça intéresse certains d'entre vous, donc il y a ce texte qu'Isabelle vient d'évoquer de Théodore de Vizema, qui est en fait un compte-rendu d'un livre qui a été publié en allemand sur la peinture germanique, qui est accessible gratuitement en ligne, je crois, sur les Wikisources. Et alors, c'est quand même très, très amusant à lire, parce que d'un certain côté, il fait l'éloge vraiment de cette peinture mystique, mystérieuse, qui a tout, mais en même temps, qu'est-ce qui peigne mal? C'est vraiment assez savoureux à lire. Et aussi, parce que vous l'avez évoqué, notamment avec les guerres du 18e, mais est-ce que les contextes aussi politiques entre la France et l'Allemagne qu'on voit au 19e et au 20e, donc bien sûr avec les guerres mondiales et compagnie, est-ce que ça a eu aussi une influence sur la réception de ces œuvres en France et sur la vision de l'art de cette fin du Moyen-Âge en France, enfin cet art allemand en France? Oui, alors très nettement. Alors pas en fait en 1870. C'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas de rupture nette, même si il y a tout ce discours sur l'Alsace perdue. Mais en tout cas, on ne le perçoit pas forcément dans l'historiographie française. Il continue à y avoir des textes importants à la fin du 19e siècle sur les peintres et notamment les peintres de la Renaissance germanique. En revanche, effectivement, on peut voir vraiment une inflexion à partir de la Première Guerre mondiale, même si, et ça il faut le souligner, au cours de la Première Guerre mondiale, en 1917, la parution d'un livre vraiment capital de Louis Réau, qui était un historien de l'art, mais qui était en même temps agrégé d'allemand, et qui s'est fait vraiment un passeur entre les deux cultures, qui s'appelle « Les primitifs allemands ». Et ça, c'est vraiment un livre capital pour l'historiographie des primitifs allemands en France, parce que c'est le premier qui parle non seulement des Colonnais, parce que depuis Sulpice et Melchior Boisseret, on mettait vraiment l'accent sur le primat de l'école colonnaise. Louis Réau, en 1917, c'est vraiment le premier qui va parler de l'intégralité des différents foyers. C'est-à-dire, il va parler de la Hanse, il va parler de la Franconie, il va parler du Rhin supérieur, il va parler de l'Autriche, du Tyrol, etc. Donc il va dresser une carte qui est vraiment beaucoup plus large de ces différents foyers stylistiques qu'on pouvait percevoir avant. Et puis, il va y avoir effectivement une importance de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps, il y aura une exposition absolument fabuleuse au musée de l'Orangerie à Paris qui va s'appeler « Des primitifs allemands » à des maîtres de Cologne à Albrecht Dürer. Vraiment, une exposition fabuleuse à l'Orangerie à Paris qui rassemble des œuvres collectées dans toute l'Allemagne pour présenter ces peintures germaniques du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et ça, c'est vraiment dans une volonté de réconciliation franco-allemande avec un commissaire français et un commissaire allemand, avec une réception dans la presse absolument fabuleuse. Et ça, c'est aussi en pensant à cela que je fais un peu la transition sur la suite, mais en pensant à ça que finalement, je me dis en 1950, on est capable de montrer en France une exposition de top niveau sur les primitifs allemands, et après, progressivement, il va y avoir une certaine invisibilisation de cette école et on se rend compte que finalement, depuis 1950-55, il n'y a pas eu d'exposition qui présente toutes les écoles allemandes en France. Eh bien, c'est à partir de là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Merci Isabelle, la transition est toute faite. Donc on arrive à votre programme de recherche. Racontez-moi comment a émergé ce programme de recherche et quels étaient, vous l'avez déjà un petit peu teasé, mais quels étaient en fait vos questionnements, vos sujets avec ce programme. Alors je vais commencer parce qu'effectivement c'est un projet de recherche qui se situe dans l'héritage en fait d'une thèse que j'ai fait dans les années 90 sur la fortune critique, donc c'est-à-dire la réception des primitifs allemands en France. Et en 2014, il se trouve que j'ai eu une bourse de l'Institut national d'histoire de l'art, une bourse de 3 mois. Eh bien, j'ai souhaité en fait m'intéresser en fait aux grandes collections de primitifs allemands conservés en France. Et étant à Mulhouse, je me suis adressé à Panchita de Pape, que je salue et que je remercie, qui m'a ouvert les bras et qui m'a dit la collection, n'hésite pas vraiment à t'en saisir et à l'étudier. Et puis après, je suis rentrée à l'INHA, donc j'ai eu un poste de pensionnaire en 2019 et pendant 4 ans, puisque ce sont des contrats de 4 ans, j'ai pu
donc monter ce projet de répertoire des peintures germaniques dans les collections françaises. Et ce projet, je n'aurais pas pu le mener à bien sans l'aide et l'expertise de Aude Briot, que je remercie. Ce que je souhaite comprendre, c'est que du coup, l'enjeu de ce programme, vous dites c'est un répertoire, mais donc ça veut dire qu'on ne connaissait pas assez bien les œuvres dans les collections françaises ? Oui, c'est le constat qu'a fait Isabelle, qui travaille quand même depuis plusieurs années, voire décennies, je pense, sur le sujet. Et c'était la problématique, et on l'a déjà évoqué en quelques mots, c'est quand même qu'on s'intéresse... Enfin, les historiens de l'art s'intéressent à leur histoire de l'art national, en fait. Et donc, ayant étudié la peinture allemande, moi-même, c'est aussi mon domaine de spécialité. En fait, c'est aussi de voir que les spécialistes allemands qui s'intéressent à la peinture allemande, en fait, ne connaissent pas cette peinture, puisque soit c'est dans des régions très reculées. Là, on peut parler d'une découverte d'Isabelle à Chambon-sur-Oise, dans la Creuse. Un village, 800 habitants, un tableau franconien de l'entourage de Pledenwurf et Wolgemuth, qui est quand même le plus grand atelier de Nuremberg à l'époque. Enfin, c'est là où a étudié Albrecht Dürer, donc c'est pas non plus rien. Mais voilà, c'est un tableau qui est complètement inconnu et qui peut permettre en fait de faire des liens avec des œuvres que l'on connaît par ailleurs. On a parlé en fait de cette histoire de mode quand les œuvres ne sont plus utilisées parce que ne sont plus au goût, on les démembre. Donc un retable, c'est souvent fait avec plusieurs volets, mais le projet a permis justement, et avec l'aide d'autres chercheurs, on a travaillé avec un comité scientifique d'historiens de l'art allemand qui ont été capables de dire « Ah oui, mais en fait, ce tableau qui se trouve dans tel musée français, en fait, il y a son pendant au musée de Stuttgart, par exemple. » Et donc, en fait, ça permet aussi une avancée de l'histoire de l'art, une avancée des connaissances sur ce sujet en rendant visibles ces œuvres. Parce qu'en fait, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que dans votre programme de recherche, vous êtes allé beaucoup, vous avez fait, c'était une enquête. Vous avez fait des enquêtes pour retrouver pas mal d'œuvres. Oui, en fait, on a commencé véritablement par voir un peu qu'est-ce qui était écrit sur le sujet. Donc, on a vu un peu les catalogues de musées. Alors, finalement, en France, il y a assez peu de catalogues raisonnés, quelques catalogues sommaires, mais finalement, très peu de musées français ont fait le travail de publier l'intégralité de leur collection. On s'est appuyé là-dessus, mais après, il y a vraiment eu la volonté d'aller musée par musée. J'ai vraiment interrogé tous les collègues des musées en France qui étaient susceptibles de préserver des collections de peinture, avec parfois des difficultés parce qu'il y a parfois des musées qui conservent des collections de peinture sans qu'on le sache. Par exemple, je pense au musée des pêcheries à Fécamp, qui aussi conserve des collections de peinture. Et puis, ce projet aussi rassemble des œuvres aussi conservées dans des églises. Donc, pour cela, on s'est adressé à nos collègues des monuments historiques et des services de l'inventaire. On a consulté évidemment les bases en ligne, les bases nationales, qui s'appellent Pop Culture, mais là encore, avec une enquête sur le terrain. Alors, on a commencé par rassembler des informations, des photographies. Et puis après, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il faut aller sur le terrain. Et on a fait à peu près une soixantaine de missions dans toute la France pour aller voir les œuvres. Et est-ce que vous pouvez me parler aussi, j'ai vu que dans votre programme de recherche, le côté matérialité des œuvres a été très important et je pense qu'on peut aussi en parler parce que finalement, c'est pas très mis en avant quand on parle d'histoire de l'art parfois. Oui, en fait, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc, Isabelle, tu parlais des musées et des églises qui sont mal connues, dans lesquelles on a dû vraiment creuser. Dans les musées qui conservent de très belles collections de peinture germanique, comme au musée Unterlinden. Donc, les œuvres, elles sont connues, mais en fait, c'est pas parce qu'elles sont connues qu'elles posent pas de questions. Et en fait, on a eu la chance que le musée nous accueille le printemps dernier, non, il y a 2 ans, pardon, printemps 2022, avec justement notre cohorte d'historiens de l'art allemand et on a pu vraiment profiter de 2 jours et là je remercie encore le musée de nous avoir permis de faire ça parce que c'était vraiment très riche en fait. On est à 10 autour d'une peinture et on la regarde pas sur un écran, on la regarde en vrai, on peut voir son épaisseur, donc si elle est peinte recto verso ou si elle est un peu plus fine, peut-être qu'elle était peinte recto verso
sommet, quel a été scié dans l'épaisseur. On essaye, avec nos connaissances parfois un peu limitées, mais de voir quelle est l'essence du bois. Ça, c'est très important, en fait. Parce qu'on disait au début que l'espace germanique est immense. Et c'est vrai que dans le nord de l'Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, on n'utilise pas les mêmes essences de bois. Donc, c'est essentiel pour l'attribution, en fait. Et c'est arrivé avec une œuvre du musée de Strasbourg. On était persuadés que c'était... Alors maintenant, ça me manque. On pensait que c'était autrichien et en fait, c'était fait en Westphalie. Oui, donc en fait, on a des super grands écarts et ça montre à la fois qu'il y a des points communs, mais il y a aussi des différences. Et ce qui a été aussi très bien avec ce projet, c'est qu'on a pu, et aussi les expositions justement qui l'accompagnent, pouvoir faire restaurer des œuvres. Qui avaient été un peu maltraitées, j'ai vu qu'il y avait des œuvres où il a fallu travailler dessus aussi. Après, il faut quand même se rendre compte que c'est des œuvres qui ont plus de 500 ans, donc, et qu'on, effectivement, suivant le regard qu'on a porté sur elles, pas toujours bien traitées. Mais et la restauration ne peut pas remédier à tout, et heureusement en fait, parce que après ça frôle la falsification. Donc là, en haut, dans l'exposition, il y a 2 panneaux que vous avez vus ou que vous verrez qui représentent Saint-Barthélemy et Sainte-Madeleine. Vous voyez que les œuvres sont quand même sont largement lacunaires. Mais bon, c'est leur histoire, donc. Mais voilà, mais la connaissance technique et pratique des restaurateurs permettent aussi de faire avancer l'histoire de l'art. Et ça, c'est vraiment la matérialité essentielle quand on veut faire de l'histoire de l'art. On ne peut pas trouver des éléments en regardant une image digitale. C'est limitant, en fait. Eh bien, justement, encore une fois, très bonne transition, merci Aude, parce qu'on arrive à l'un des résultats de ce programme de recherche, c'est l'exposition qu'on a en ce moment donc au musée Unterlinden de Colmar, donc Couleur, gloire et beauté, encore une fois ce titre, je l'aime beaucoup, donc présenté jusqu'au 24 septembre, 23 ou 24, je ne sais plus, 23 septembre 2024. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant dans cette exposition ? Justement, c'était de mettre en exergue cette particularité de ce foyer du Rhin supérieur dans lequel on est en fait. Ici à Colmar, on est vraiment en plein milieu et de voir qu'au sein même d'un espace plus réduit, on a des évolutions, on a aussi des grands centres, que ce soit Bâle, Colmar, Strasbourg, qui sont des grands centres de la peinture, mais il y a quand même des peintres dans des villes qui sont un peu plus excentrées, on va dire. Donc c'était vraiment l'occasion ici de donner un aperçu et un panorama de cette peinture. On le voit vraiment bien dans l'exposition. Après, ça a permis d'étudier, justement, on parlait des œuvres des églises. Il y a des œuvres qui sont des œuvres religieuses, montrées encore dans leur contexte, mais là, on a pu les emprunter pour quelque temps et les mettre à côté de la peinture dont elles sont contemporaines et de pouvoir faire des comparaisons, de pouvoir faire des nouvelles propositions d'attribution qui, et j'aimerais bien insister là-dessus, sont pas gravées dans le marbre en fait. C'est le résultat d'un état de la recherche, de discussions qui peuvent encore évoluer, mais c'est ça qui est super. Oui, alors je voudrais rappeler que ce projet de recherche et ce projet de 3 expositions, c'est vraiment un projet collectif. Et ici, en fait, à Colmar, eh bien, nous avons co-construit l'exposition Aude et moi. D'abord, en fait, avec Pankita de Pape, que je salue encore, qui est parmi nous, qui est donc spécialiste du Moyen-Âge germanique, spécialiste de Schongauer, de Grunewald. Et donc, c'est vraiment, on a élaboré le parcours de cette exposition vraiment ensemble. Et puis, avec Magalias, qui est là aussi, que je salue. Et puis, quand elle est arrivée en septembre dernier, avec Camille Brook qui a rejoint. Voilà. Donc nous étions finalement ici, nous avons été 5 co-commissaires à élaborer un parcours qui s'est voulu très didactique. On a souhaité, et ça je le remercie parce que c'était vraiment un souhait qui était vraiment porté ici, c'est d'expliquer aux visiteurs qui n'est pas forcément familiers de la peinture et de la peinture médiévale et de la peinture germanique, quels étaient d'abord les usages, comment finalement ces œuvres étaient vues, dans quel contexte, qui en était le commanditaire, quel type de peinture on pouvait voir à l'époque. Et c'est quelque chose qu'il faut effectivement expliquer aux contemporains. Également, il y a donc dans la partie du cloître tout un volet sur la matérialité, c'est-à-dire qu'il y a des élèves de l'Institut national du patrimoine qui ont recréé en fait les essences de bois, les pigments, les liants, etc. Donc ça donne aussi un aspect très, très, très vivant. Et puis dans un second temps, donc, dans l'espace d'exposition,
après avoir rappelé les usages, les formes, les commanditaires, comment l'œuvre était créée dans l'atelier, eh bien, il y a un second temps sur les différents foyers au sein du Rhin supérieur. Donc, foyers qui étaient en fait essentiellement les grandes villes, donc les deux villes principales, Strasbourg et Bâle, qui étaient aussi des diocèses, et puis dans une moindre mesure Colmar et Fribourg. Quels étaient au sein de ces foyers les évolutions, les grands maîtres, jusqu'à la Renaissance? Bon, alors c'est pas très scientifique ce que je vais vous demander, mais est-ce que vous avez notamment donc ici dans l'exposition de Colmar peut-être une œuvre coup de cœur ou qu'est-ce que ça veut des œuvres un petit peu chouchou? Oui. Sans grande surprise, on parlait de ce travail d'enquête, en fait, sur des œuvres qui sont soit mal connues, soit pas connues du tout. Et en fait, lors d'une de ces missions, on est allé avec Isabelle dans l'église Saint-Georges de Markolsheim pour étudier un tableau qui est présenté dans l'exposition, qui est un homme de douleur avec 2 donateurs. Donc il nous montre le premier tableau. Alors on était très contente parce qu'en fait on l'avait vu qu'en photo noir et blanc. Et c'est vraiment une des œuvres les plus tôt en fait du corpus de 1420. Et puis juste après il nous dit, et au fait là-bas, cette œuvre, est-ce qu'elle vous intéresserait aussi? On s'est tourné. On a regardé ce qu'il nous montrait, on s'est regardé, on s'est dit mais oui. Et puis on s'est approché et en fait c'est une œuvre assez particulière qui a été beaucoup retravaillée mais qui néanmoins est quelque chose d'assez beau. En fait on a l'habitude de voir les devants de retable. Donc en fait un retable c'est une caisse centrale avec peinte ou sculptée avec des volets. Mais parfois la caisse centrale qui n'était pas forcément visible, elle est aussi peinte. Et là c'est ce qu'on a avec cette œuvre. En fait il reste plus rien de l'ensemble à part l'arrière en fait. C'est pas un cas unique mais c'est quelque chose d'assez rare, traité en grisaille, et là ça représente en fait un Christ crucifié avec une Vierge, un enfant, mais aussi toute la généalogie, enfin pas toute parce qu'il y a quand même plus de 40 générations, mais des personnages qui symbolisent la généalogie du Christ sur des ornements, donc des personnages, et assez vivants en fait. Le tracé, enfin la peinture est assez fluide, assez dynamique, et moi je dois dire que c'est ça mon œuvre coup de cœur, à la fois parce que c'est une découverte et que c'est vraiment une œuvre intéressante et aussi très très belle, je trouve. Et vous Isabelle? Effectivement, on est vraiment parti sur les chemins au des mois, et ça, on a fait vraiment des découvertes extraordinaires, on s'est beaucoup amusé. Mais il y a un musée qui nous a particulièrement touchés, tout petit musée à La Fère en Picardie, qui a une collection extraordinaire parce que c'est un don d'une personne, Jeanne d'Aboville, au XIXe siècle, qui a vraiment des pépites incroyables, mais ses œuvres ne sont pas connues. Alors, on nous avait signalé un certain nombre de tableaux germaniques, on a été sur place, et puis je me rappelle du moment, et là, en fait, il y a une photo qui circule sur Internet où, en fait, on nous pose une petite crucifixion, un petit format, donc qui est présenté ici dans l'exposition, une crucifixion, école de Schongauer, voilà, parce que l'artiste visiblement s'était inspiré de gravures de Schongauer. Et puis nous étions accompagnés par un des membres du comité scientifique. Je fais une parenthèse, mais Aude parlait tout à l'heure de ce comité scientifique qui ne rassemblait pas seulement des Allemands, mais également donc des conservateurs et des universitaires actifs en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France. Donc cette idée vraiment aussi de rassembler les meilleurs experts du domaine dans une approche vraiment transnationale. Voilà, au XIXe siècle, on était vraiment, c'était plutôt eux et nous. Vraiment aujourd'hui, c'est vraiment l'idée d'une approche qui réunisse tout le monde vraiment au meilleur niveau de la recherche. Donc le conservateur du musée de Bâle, Bodo Brinkmann, qui nous accompagnait, se trouve c'est mon mari, mais c'est en tant que conservateur du musée de Bâle qui nous accompagnait. Et on présente ça et il nous dit « Ah mais finalement il me semble que c'est Albrecht Dürer ». On lui a confié la notice et effectivement, il a pu prouver. Alors, c'est quelque chose qui reste en débat. Aude disait que les attributions ne sont pas gravées dans le marbre. C'est une attribution qu'il propose et qui va être débattue. Mais il lui semble, par comparaison avec un dessin du Louvre, qu'il s'agit d'une œuvre, sans doute, que Dürer a pu faire lorsqu'il était à Bâle, lors de son voyage de compagnonnage. Il a pu, en fait, faire ça pour le commanditaire de l'œuvre qui est figuré en bas de la crucifixion, l'évêque de Bâle, Caspar Zurain. Voilà. Donc, potentiellement, nous avons découvert une 7e peinture de Dürer dans les collections françaises et nous sommes évidemment très fiers.
Oui, mais c'est intéressant vraiment. On dit souvent dans le podcast que l'histoire et l'histoire de l'art, en fait, c'est une science en mouvement et qu'on continue de se développer. Alors malheureusement, on manque de temps pour parler beaucoup, mais quand même, on va mentionner effectivement que l'exposition de Colmar est en lien avec 2 autres expositions, donc à Dijon et Besançon. On peut en parler un petit peu parce que je trouve que c'est assez exceptionnel en fait qu'on ait ce dispositif d'exposition entre 3 musées, entre 3 villes. Pourquoi vous avez voulu faire ce choix et pourquoi pas dans un seul musée en fait? Pourquoi il y a eu ce dispositif incroyable? Pourquoi 3 musées? Au début, de manière très pragmatique, je me suis dit que c'était une exposition qui était très onéreuse et qu'il fallait aussi répartir les coûts. Mais l'idée, c'était aussi de réunir 3 lieux qui possédaient déjà des collections de primitifs importantes. Alors Colmar, c'est vraiment l'une des première ou deuxième, peu importe, hein, à égalité, je dirais, avec le Louvre, collection de primitifs germaniques en France. Il y avait également Dijon, qui a une très très belle collection grâce à un legs en 1916 de primitifs germaniques, également de primitifs suisses. Donc, ce sont des lieux, des expositions qui partent aussi des collections des musées. Et puis Besançon, parce qu'il possède 5 tableaux de Cranach. Voilà, un rassemblement. Un partenariat aussi qui est intéressant parce que ce sont des partenariats entre musées, mais également entre régions, hein, Grand Est et puis Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et puis, des œuvres qui ont été prêtées donc, par ces 3 musées entre elles, mais également qui viennent vraiment de toute la France. Et ça, c'est un peu ce qui nous est apparu, c'est que vraiment, on trouve des primitifs germaniques dans l'intégralité de toute la France, jusqu'à Marseille, jusqu'à Lille, jusqu'à Angers. Voilà. Je vous propose qu'on finisse là-dessus parce que là, voilà, effectivement, ça peut nous donner envie d'aller voir toutes ces expositions. Donc, merci beaucoup Aude Briot, merci beaucoup Isabelle Dubois-Bricpagne. C'était passionnant, vraiment. J'espère que ça vous donnait envie toutes et tous d'aller, voilà, au musée Unterlinden. Donc, vous avez jusqu'au 23 septembre 2024 pour voir l'exposition Couleurs, gloire et beauté. Encore une fois, ce titre, je ne m'en lasse pas. Mais même après cette date, comme on l'a dit, beaucoup des œuvres dont on a parlé sont présentes dans les collections permanentes. Donc, auditeurs, auditrices, à vous d'aller faire, si je puis dire, la chasse aux primitifs allemands dans les collections. Allez voir tout ça, donc de repérer un petit peu. Le magnifique catalogue de l'exposition pourra vous aider à un petit peu tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je tiens à remercier bien sûr énormément les équipes du musée Unterlinden à Colmar de nous avoir accueillis. Merci notamment, alors je tiens à remercier, mais j'espère n'oublier personne, Camille Brook, Daniela Landini, Marie-Hélène Siberlin, Agnès Moison, Sueva Le Nôtre, Magali Haas. Merci énormément. Merci auditeurs, auditrices d'être venus aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui à l'enregistrement et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Merci.